Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons laissé Hitler passer sa première nuit en cellule et nous allons reprendre là. Donc, dès le lendemain, l'armée installe des mitrailleuses dans les miradors et dans les cellules à côté de celles d'Hitler. Donc, ils craignent une tentative d'évasion et justement, ils emploient les grands moyens pour éviter toute tentative d'évasion. Donc, d'après Puzzi, il semblerait qu'il y avait une tentative d'évasion de prévue et que Hitler fera passer un message clandestinement à ses troupes dehors pour dire qu'ils ne doivent rien tenter. Donc, encore une fois, c'est une information qui ne vient que de Puzzi et on peut se demander si elle est vraie ou non. Donc, soit quelqu'un a raconté l'histoire à Puzzi et c'est faux, peut-être que Hitler voulait se donner un peu plus d'importance, ou soit, tout simplement, c'est véridique, les SA pensaient vraiment tenter quelque chose. En sachant que ce lendemain de putsch, un ordre de jour clandestin est émis et il dit « La première période de la révolution nationale est terminée. Il a apporté la purification souhaitée. Notre très vénéré Adolf Hitler a de nouveau saigné pour le peuple allemand. La trahison la plus honteuse que le monde ait jamais connue a fait de lui et du peuple allemand une victime. Grâce au sang d'Hitler et à l'acier dirigé contre nos camarades à Munich par les mains des traîtres, les ligues de bataille patriotiques sont soudées pour le meilleur ou pour le pire. La deuxième phase de la révolution nationale commence. » Et pour ce 12 novembre, il y a des manifestations qui proviennent de l'université, dont plusieurs professeurs sont à la tête. Donc il ne faut pas oublier que beaucoup de membres du parti nazi ou des membres qui sont à leur tête proviennent justement des universités de Munich. Et ces manifestations ont pour but de reconnaître la valeur des objectifs d'Hitler et de ses partisans. Et ils condamnent le gouvernement. Et d'autres manifestations auront à leur tête le capitaine Erhard, dont un mandat d'arrêt a été lancé dans toute l'Allemagne. Donc capitaine Erhard qui est, souvenez-vous, à la tête du putsch de Cap. En sachant que ces hommes participent aussi au putsch des brasseries sous les ordres des SA. Mais nous y reviendrons lors d'une vidéo consacrée au SA. Et il y a aussi également des manifestations ailleurs qu'à Munich, comme par exemple le 21 novembre à Nuremberg, qui proviennent également d'universités, où ils condamnent la trahison du 9 novembre. Le 13 novembre, Hitler est examiné par le médecin de la prison et il détermine qu'il souffre d'une luxation de l'épaule gauche avec une rupture dans le haut du bras et par conséquent d'une névrose traumatique très douloureuse. Et dans son diagnostic, le médecin dira que Hitler souffrira probablement toute sa vie d'une rigidité partielle et de douleur à l'épaule gauche. Et cette même journée, Hitler rencontre Hans Erhard, qui est un procureur adjoint de Munich, et lors de leur conversation, Hitler comprend qu'il ne sera pas exécuté ou renvoyé en Autriche, et qu'il y aura bien un jugement. Donc Hitler dira à ce monsieur qu'il ne veut pas discuter avec, et ce monsieur Hans Erhard dira que Hitler était très en colère, et qu'il lui a dit qu'il ne lui parlerait pas, en disant « Je ne vais pas compromettre ma carrière politique en vous faisant une déclaration ». Donc ce monsieur Hans Erhard dira à Hitler qu'il n'est pas là pour le compromettre, mais qu'il veut juste connaître son histoire. Donc là il semblerait que Hitler balance toute l'histoire en parlant que von Kahr, von Lossow et von Seesser étaient tous de mèche et qu'ils l'ont trahi. Donc Hitler dira « Voici une chose qui n'est possible qu'en Allemagne. Mon actuel ministre de la Justice est l'homme même qui, en sa qualité de ministre bavarois, m'a fait emprisonner à Landsberg. L'ancien directeur de cette prison est devenu le chef des services pénitentiaires de Bavière. À l'époque, j'avais donné l'ordre à mes hommes de ne pas quitter une prison sans avoir d'abord converti tout le personnel pénitentiaire au national-socialisme. L'épouse du directeur de Landsberg est devenue une fervente adepte du mouvement. Presque tous ses fils appartenaient au corps libre de l'Oberland. Quant au père, qui n'avait pas le droit d'avoir un avis, il lui semblait raisonnable, au moment où il était obligé de faire rage contre moi, de passer ses nuits en prison, de se mettre à l'abri des querelles de ménage.
aucun des gardes n'a été offensant dans son attitude envers nous. Donc là, encore une fois, on peut dire que Hitler n'est pas rancunier, parce que comme il le dit, les personnes ayant été contre lui involontairement, eh bien, ils continueront à avoir des postes très élevés sous le régime nazi. Donc le 14 novembre, Hitler décide de faire une grève de la faim. Donc il faut savoir que Hitler, c'est un des traits de sa personnalité, que les historiens disent que ce n'est pas vrai, parce que justement, si c'est le grand méchant, il ne faut pas qu'il ait ce trait de personnalité, c'est que Hitler déprime plutôt rapidement. Donc, comme je disais, les historiens mettent cette histoire en doute, mais il faut savoir que toutes les personnes qui entourent Hitler, aussi bien au début qu'à la fin de sa vie, ils diront la même chose Hitler. Donc Hitler, lui, quand il y arrive un problème, il va essayer de trouver une solution au problème. Et si cette solution ne fonctionne pas, il va commencer à déprimer. Et dans sa déprime, il peut, justement, comme là, faire des grèves de la faim, ou menacer de se suicider, comme nous avons vu dans la maison de Puzzi. Donc à chaque fois, il menace de se tirer une balle dans la tête. Donc ce qui peut avoir un rapport avec sa fin dans son bunker en 1945. Donc Hitler menace toujours de se suicider quand cela ne va pas. Donc par la suite, une personne de l'extérieur va lui donner une direction. Donc lui, il est en pleine déprime, et une personne va lui dire, bah écoute, tu es le Führer, c'est toi qui nous guide, on est tous derrière toi, etc., etc. Et justement, après ces paroles réconfortantes, Hitler va reprendre du poil de la bête, et là, il va sortir plein d'idées de la tête pour trouver un plan pour s'en sortir, ou pour aller de l'avant. Donc ça, c'est un des traits de la personnalité d'Hitler. Donc, un problème, il va tout faire pour s'en sortir. Cela ne fonctionne pas, grosse déprime. Et après, quelqu'un va lui donner des mots réconfortants. Et là, il va trouver plein de solutions au problème. Donc, la grève de la faim d'Hitler durera une semaine, voire 2 semaines. Donc là, les avis divergent. Mais ce qui est sûr, c'est que cela n'a pas duré plus de 2 semaines. Donc, les personnes qui lui sont venues en aide lors de sa grève de la faim sont le couple Bernstein, donc ils lui ont rendu visite, ils lui ont apporté un soutien psychologique, et aussi la femme de Puzzi lui écrira des courriers pour lui dire justement que si elle l'a empêché de se tuer dans sa maison d'une balle dans la tête, c'est pas pour qu'il meure de faim en prison. Et un certain Hans Knirsch, qui lui fera un parti national-socialiste dans les Sudètes, ira voir Hitler pour lui parler. Et il dira qu'Hitler était d'humeur sombre et qu'il dira « Quiconque a eu un fiasco aussi grand que moi n'a pas le droit de continuer à vivre. Toute personne qui a la mort d'autant de personnes sur sa conscience comme je l'ai doit mourir. Je n'ai pas d'autre choix que la mort par la famine. Et voilà ce que je ferai. » Et donc justement Hans Knirsch dira que le mouvement national-socialiste ne peut pas exister sans Hitler et que seul Adolf Hitler peut apporter la victoire au parti. Et qu'il doit continuer à se battre pour justement prendre le pouvoir un autre jour pour le bien de l'Allemagne. Et il dira que Hitler justement a commencé à devenir de moins en moins sombre, de plus en plus clair, son visage devenait radieux, et avec enthousiasme, il a mangé son assiette de riz. Donc c'est comme je vous disais, il faut une personne extérieure pour rebooster Hitler. Et nous verrons que cela arrive de nombreuses fois durant sa carrière. Donc il faut penser que le directeur de la prison veut empêcher aussi Hitler de faire une bêtise, parce que la plupart des personnes ayant fait le putsch sont emprisonnées dans une autre aile de la prison, et on approche d'Hitler le docteur Weber, le colonel Kriebel, donc tout ça est certainement dans le but de protéger Hitler contre lui-même. Et il semblerait aussi que dans la prison, il y a Drexler, et Drexler est autorisé à parler à Hitler. Donc, alors, les autres choses qui se passent en Allemagne pour ce mois de novembre, il faut savoir que le gouvernement Stresemann emploie l'économiste Hjalmar Schacht pour devenir commissaire du Reich à la monnaie. Donc, il faut savoir que ce personnage a exercé d'importantes responsabilités dans plusieurs groupes bancaires et c'est un pro de la finance. Donc, il arrivera à stabiliser l'inflation. Et c'est un personnage dont nous reparlerons plus tard parce que les nazis, quand ils seront au pouvoir, emploieront aussi ce personnage pour tout ce qui touche à l'économie. Donc il faut savoir aussi que Berlin souhaite que
Ludendorff et Hitler passent devant la Cour suprême de Leipzig, mais le gouvernement bavarois refuse et ils veulent que l'affaire soit jugée à Munich. Donc ce mois de novembre, la France prend l'engagement devant l'Angleterre de ne plus soutenir le séparatisme allemand. Le 23 novembre, chute du gouvernement de Gustav Stresemann. Le 29 novembre, la commission des réparations nomme des experts chargés d'enquêter sur la situation économique de l'Allemagne. Le 30 novembre, Wilhelm Marx du parti centriste devient chancelier de l'Allemagne. Et le 30 novembre, le gouvernement français de Raymond Poincaré accepte que la commission des réparations limite les montants des dommages de guerre allemands et abandonne la notion de gage productif de la Ruhr. Donc début décembre, la demi-sœur d'Hitler, Angela Robal, lui rend visite. Donc elle dira « Jamais de ma vie, je n'oublierai cette heure. Je lui ai parlé pendant une demi-heure. Son esprit et son âme étaient de nouveau à un niveau élevé. Physiquement, il va très bien. Son bras lui donne toujours des ennuis. Mais il pense qu'il est presque guéri. Quelle émotion et la fidélité qu'on lui accorde de nos jours. Juste avant moi, par exemple, un comte lui a rendu visite et a apporté un paquet de Noël. Ce qu'il a accompli est aussi solide qu'un rocher. L'objectif et la victoire ne sont qu'une question de temps. Que Dieu le fasse bientôt. » Donc on peut dire que Hitler recevra énormément de visites et les gens lui donneront tout un tas de nourriture, des chocolats, des boissons, des jambons. Les gens diront qu'il aurait pu ouvrir une épicerie dans la prison. Et il faut savoir que Hitler est plutôt sympa avec les gardiens et il leur donne toujours des choses à manger, des chocolats pour leurs femmes et leurs enfants, etc. Donc on peut dire que les gardiens sont plutôt pro-Hitler parce que, bon, ce n'est pas un criminel, un assassin ou quoi que ce soit, c'est une personne qui a voulu faire un putsch pour le bien de l'Allemagne. Donc c'est comme ça que les gardiens voient les choses. Et en plus de ça, il est super sympa et il leur donne tout plein de choses que dehors ils ne trouvent pas. Donc il ne faut pas oublier que c'est l'inflation et dehors c'est quasiment une famine. Donc quand le gardien de prison ramène à la maison du jambon ou du chocolat, on peut dire que c'est la fête. Le 6 décembre 1923, un traité germano-américain d'amitié et de relations commerciales est signé. Le 8 décembre, le Reichstag adopte une loi permettant au chancelier Marx de gouverner par décret d'urgence. Donc le 13 décembre 1923, Dietrich Eckart sort de la prison parce qu'il a fait un malaise cardiaque. Donc comme vous avez pu le voir dans le hors-série dédié à cette personne, lors d'un exercice de tir à la mitrailleuse, il a fait un arrêt cardiaque et il est libéré pour problème de santé. Et il mourra par la suite dans la région de Berchtesgaden. Donc il mourra le 26 décembre. Donc fin décembre, pour les moments de Noël, les membres artistiques du national-socialisme pensent à Hitler et veulent faire un tableau vivant. Donc Heinrich Hoffmann dira « Les artistes du mouvement hitlérien avaient prévu de fêter Noël au Blutcafé de la Blutstrasse, avec un tableau vivant intitulé Adolf Hitler en prison. On m'a confié la tâche de trouver un double convenable pour Hitler. En fait, je suis tombé sur un homme qui lui ressemblait le plus. Je lui ai demandé s'il participerait à ce tableau vivant et il a accepté de le faire. La grande salle du Blutcafé était remplie de monde. Un silence respectueux est tombé lorsque le rideau s'est levé et une cellule de prison est devenue visible sur la scène à demi sombre. Derrière la petite fenêtre barrée, on pouvait voir des flocons de neige tomber. À une petite table d'eau publique, le visage enfoui dans ses mains, était assis un homme. Un chœur masculin invisible a chanté Still Natch et Lil Natch. Alors que les tensions de la première note disparaissaient, un petit ange est entré dans la cellule, portant un arbre de Noël illuminé, qui a été placé doucement sur la table de l'homme solitaire. Lentement, Hitler se retourna, jusqu'à ce qu'il soit face à face avec le public. Beaucoup pensaient que c'était bien Hitler lui-même. Et un demi-sanglot traversa la salle. Les lumières se sont allumées, et tout autour de moi, j'ai vu des hommes et des femmes aux yeux humides, des mouchoirs disparaître à la hâte. Et tout le monde a pitié d'Hitler en prison. Donc le 26 décembre, la commission des réparations propose la réunion d'une nouvelle conférence sous la présidence du banquier américain Charles Dewey. Et pour finir cette vidéo, nous voyons ce que
Goebbels dit dans son journal intime du putsch, en Bavière, putsch nationaliste. Comme par hasard, Ludendorff est une fois encore parti en promenade. Dans la Ruhr, les ouvrières ont licencié l'intégralité de leur personnel. Ici, à Reid, comme sans doute dans la plupart des villes de Rhénanie, échauffourée de chômeurs. La police fait de brutales descentes motorisées et charge les attroupements à l'arme blanche. Meurtres et homicides, désespoir et famine, malheurs indigents qui se trouvent affamés dans leurs pièces non chauffées. La société au nom du « aimez-vous les uns des autres », petit enfant. Donc, nous pouvons voir dans ces quelques phrases que Goebbels vit en Rhénanie et que de ce côté-là, il y a une révolte pour que la Rhénanie devienne indépendante. Donc c'est les séparatistes qui veulent prendre le pouvoir et nous pouvons voir que, comme il le dit, et donc c'est un peu le foutoir dans sa région. Donc lui, comme pour beaucoup d'Allemands, ils ne connaissent que Ludendorff, Hitler n'est pas connu, Hitler est connu qu'à Munich et un peu en Bavière. Donc pour tout le monde, le putsch de Bavière, c'est le putsch de Ludendorff. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc peut-être que vous l'avez constaté, il y a peut-être une différence dans le son. Donc j'ai investi dans un nouveau micro. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le son est bon ou mauvais, ou s'il est trop fort ou trop faible. Il faut encore que je m'habitue à ce nouveau micro. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.